bienvenue à tous sur la chaîne Basket Session Reverse. Certains connaissent sans doute déjà le mode de fonctionnement et pour les nouveaux, tous les matins sur la chaîne, on fait un point sur l'actualité basket au sein de la rédaction et je suis rejoint par Benjamin. Salut Ben, Salut, comment tu comment ça vas? va? Bah voilà, Ah on se écoute, comprend bien. ouais, impec. Ça, c'est la phrase qu'on envoie le plus vite possible, histoire que tu te dis, c'est bon, ça c'est fait. Mais oui, du coup, Ben, hier, il y a eu la NBA a dévoilé son calendrier, le calendrier pour toutes les équipes, pour tous les matchs. Qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette annonce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque particulièrement? Alors moi, pour plusieurs raisons, j'ai commencé par regarder l'annonce du calendrier des Spurs et il y a un truc qui m'a marqué là-dessus, c'est que quand tu regardes le calendrier de l'année dernière et celui de cette année, du coup il y avait un match sur ESPN et TNT l'année dernière, il y en a 11 cette année et il y en a 4 sur TV nationale au total, contre donc 19 cette année. Donc il y a vraiment une explosion et quand on se dit que l'année dernière ils ont fini donc tout au fond de la conférence Ouest et qu'un bilan horrible de 22-60 ou de 20-62, j'ai plus en tête exactement, que c'est pas une équipe qui était à la base très regardable, l'année dernière très matable, comme on disait avec Shai dans un podcast il y a pas si longtemps. C'est un petit marché. Voilà, en gros, ça veut dire Victor Wembanyama arrive, il propulse déjà les Spurs à un autre niveau médiatique. Donc voilà, moi je retiens d'abord ça en priorité. Après, il y a plein de choses, hein, il y a plein de petites rencontres intéressantes qu'on a pu noter, plein de petits détails sympas. Mais là, voilà, moi, vraiment, ce côté, les Spurs explosent médiatiquement grâce à Victor Wembanyama, ça m'a marqué. Pour te dire, je suis allé du coup regarder, moi je suis allé regarder qu'est-ce que ça avait donné en 2014-2015 après leur titre, juste pour voir. Et même en 2014-2015, ils ont moins de matchs sur ESPN. Je crois que c'est 9, j'ai compté. 9 matchs sur ESPN contre 11, par exemple, là, avec Victor Wembanyama. Donc, c'est-à-dire que Victor, à lui tout seul, si tu veux, il aurait plus de popularité que. Enfin, il a plus d'intérêt médiatique auprès d'ESPN que les Spurs champions qui pratiquaient un des plus beaux baskets qu'on a vu sur la saison 2013-2014, donc celle d'après 2014-2015. Il y avait quand même Kawhi, il y avait quand même encore Duncan, il y avait Parker, il y avait quand même du lourd et malgré ça, il y avait moins de matchs sur ESPN que les Spurs de Victor Wembanyama. Ah, tu fais bien de le ramener parce que j'étais curieux, j'avoue que je suis pas allé chercher parce que je me suis penché sur tous les autres calendriers et quand t'as 30 calendriers sous les yeux, t'étais là en mode complètement perdu. Mais ouais, c'est super intéressant de voir que même un titre de champion, ça vaut moins qu'un Victor Wembanyama dans ton équipe, quoi. Bah, je pense qu'après, faudrait voir. Je suis peut-être pas sûr à 100%, mais je serais pas étonné que c'est l'année où les Spurs ils ont le plus de matchs sur la télé nationale, ou en tout cas pas loin. Peut-être qu'il y a eu d'autres des années après le titre, que ce soit celui de 99, celui de 2003, celui de 2005, celui de 2007. Il y a peut-être une année après où il y a un peu plus de matchs, mais clairement, ça n'a jamais été un marché très vendeur, malgré le fait qu'en France, c'est une équipe qui a été très suivie, notamment grâce à Tony Parker, et que c'est une équipe qui est appréciée. Mais je me souviens quand Duncan était perçu comme une star chiante. Ginobili et Tony Parker, c'est des Hall of Famers, mais bon, c'est des joueurs internationaux, c'est pas des Américains, c'est toujours plus difficile à vendre. Ça n'a jamais été l'équipe qui faisait rêver. Il y a eu du beau basket en 2014, mais pendant longtemps, les Spurs, ça a été surtout une machine défensive qui jouait très lentement et pas forcément de manière spectaculaire. Donc ouais, c'est fou de voir encore une fois cet engouement autour de Victor Wembanyama aux États-Unis. Carrément. Et du coup, j'ai noté quelques dates intéressantes pour Ouais, ceux qui veulent les retenir éventuellement de la première saison de Victor, parce que voilà, il y a des dates qui comptent un peu plus que d'autres. Moi, dans les dates que j'ai notées, il y a vraiment voilà la confrontation face aux Nuggets, parce que c'est quand même les champions en titre. Où est-ce que j'ai mis la date? Ils sont le 26 novembre. Après, on a Joel on Embiid peut le dire 20. Ouais, je t'en prie. juste avant, il ouvre son tout premier match sera contre les Mavericks de Luka Doncic. Juste, je le Exactement. dis. Non, mais ça commence fort, c'est ça, hein. Et de toute façon, en fait, il a un beau calendrier quand même. Mais ouais, voilà, ça ouvre par les Mavericks. Donc on a ce match-up contre Nikola Jokic, on a Joel Embiid le 22 janvier, les Lakers le 13 décembre contre LeBron James, donc Yanis le 19 décembre. Je vais pas faire la liste de tous les matchs qui sont intéressants, on a fait un article sur Basket Session, mais moi un truc que j'ai envie de voir aussi, c'est le 10 novembre, il y a un Wolves contre Spurs, donc Rudy Ah, Gobert ah. contre Victor Wembanyama, et ça je suis très curieux quand même. Ah oui, clairement, ouais, c'est le pivot actuel de l'équipe de France contre celui qui jouera peut-être avec lui ou à sa place. Allez savoir, je pense plutôt avec lui pour l'instant, mais ça va être un duel intéressant, clairement. De toute façon, chaque match de Victor Wembanyama sera, que ce soit médiatisé ou pas sur l'antenne nationale, il sera suivi
de très très près. Juste, je note, parce que tu ne l'as pas annoncé dans le CQFR, mais Benjamin sera à San Antonio la saison prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux. Merci Euh, beaucoup. Non, mais non, c'est vrai, Bah, c'est vous une news aurez au plus importante. près, c'est vrai, pour tous ceux qui veulent suivre Victor Wembanyama, tu seras quand même au plus près de tout ça, donc c'est génial, et tu auras l'occasion de voir de près certaines de ces, enfin, toutes ces affiches, du coup, j'imagine. Mais il y aura plus de CQFR par contre avec moi. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais au moins pour les 41 matchs qui sont à San Antonio, voilà, je serai là-bas et je serai au taquet pour vous apporter aussi des news dans les podcasts, etc. et un petit peu de contenu à l'intérieur de la franchise. Donc oui, voilà, c'est pour ça que moi je regarde d'abord le calendrier des Spurs aussi, Mais parce que c'est un peu mon calendrier et ça détermine mes dates de vacances, etc. non, mais tu as raison. Et puis honnêtement, vraiment, le nombre de matchs télévisés sur l'antenne nationale des Spurs est quand même un des principaux, voire le truc principal à retenir de cette annonce de calendrier. On peut revenir un peu sur les affiches qui vont lancer la saison. Il y a donc 2 matchs, hein, c'est traditionnel, c'est le mardi, dans la nuit du mardi au mercredi. Là, ça tombe le 24 octobre, si je dis pas de bêtises. On aura 2 affiches. Ce qui change un peu, c'est que d'habitude, ça ouvre toujours par un match de la conférence Est, parce que voilà, c'est énorme. Au niveau du décalage horaire, il y a toujours un match à 1h ou 2h du matin au niveau de la France, mais aux États-Unis, ça fait 19h ou 20h. Donc forcément, c'est le début du prime, quoi. Il y a celui de 19h, puis après celui de 21h. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. On a un changement, il n'y a pas d'affiche à l'Est le premier soir. On commence direct par du Nuggets-Lakers. Je trouve que c'est une très belle affiche pour ouvrir. Bon, plus Carrément. les Nuggets contre l'équipe qu'ils ont battue en finale de conférence à l'Ouest. Je pense que les Lakers seront bien motivés après avoir vu Jokic et compagnie récupérer leur bague. Et pourquoi c'est le premier match? Parce qu'ensuite, on a un Suns Warriors qui, moi, me met déjà l'eau à la bouche. Bah, on Ce veut qui est à San clairement voir Francisco. ça, hein. Non, c'est clair Ouais. que Chris Paul contre les Suns, plus Stephen Curry contre Kevin Durant, plus 2 grosses armadas de l'Ouest. Ah voilà, ça vend du rêve. J'ai l'impression qu'on a 4 des principaux favoris au titre. Faudrait évidemment rajouter Boston et Milwaukee là-dedans, mais voilà, sur les peut-être les 6 équipes les mieux armées sur le papier pour l'instant pour aller jouer le titre, il y en a 4 qui jouent dès le premier soir, quoi. Ouais, carrément. Et puis, pour le coup, c'est vrai que c'est atypique d'avoir deux confrontations de la conférence Ouest. Maintenant, voilà, ces 2 confrontations, comme tu le dis, il y a un enjeu compétitif. En plus, dans les deux, il y a aussi un enjeu un peu médiatique, un peu storytelling, où Lakers, Nuggets, il y a eu une sorte de tension qui s'est créée pendant l'été, enfin, qui a augmenté pendant l'été après les playoffs. Les Suns contre les Warriors, évidemment, comme j'ai dit, il va y avoir vraiment plein de petites histoires en dessous. Donc en termes de storytelling et en termes d'intérêt pour le match, fatalement, c'était peut-être les 2 meilleures affiches à mettre sur le premier soir. Ouais, ça ouvre fort, ça promet une belle nuit blanche déjà. Et il y aura un CQFR évidemment le mercredi 25. Voilà, donc pour débriefer la première nuit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du calendrier que tu as retenu, que tu veux mettre en avant? Bah, il y a Euh, un truc, effectivement, ça va être la difficulté du calendrier. Je trouve que c'est un truc qui est important parce que on arrive en début de saison et pour ceux qui ne le savent pas, le calendrier est composé de manière pas vraiment aléatoire, mais en gros par un algorithme qui essaie de limiter le nombre de kilomètres qui est fait, de ménager autant que possible les équipes en termes de jours de repos, etc. Et d'être à peu près équitable. Mais dans les faits, les calendriers ne sont pas tous équitables parce qu'il y a des choses qui font que voilà quoi, c'est plus ou moins difficile. Par exemple, ça va dépendre des adversaires qu'ils affrontent. Donc ça, fatalement, ça dépend de la force de l'équipe en elle-même. Ça va dépendre aussi du nombre de kilomètres qui est parcouru, de la fatigue avec l'enchaînement des matchs, de l'altitude à laquelle sont joués les matchs, etc. Et en l'occurrence, dans la difficulté des calendriers, ça commence par les Spurs qui ont le calendrier le plus difficile. Pareil, je trouve ça assez intéressant de se dire que Wembanyama va commencer avec le calendrier le plus dur. Ce qui va aussi avec le fait que c'est une des pires équipes de la NBA, donc fatalement dans l'algorithme, ça compte aussi comme ils s'affrontent pas eux-mêmes, ils affrontent toutes les meilleures équipes. Donc voilà, ça les avantage pas. Après, on a les Rockets, les Kings, les Lakers en 4 et les Pistons en 5. Et à contrario, dans les calendriers les plus faciles, on commence par les Nuggets, le Jazz, les Celtics, les Cavaliers et les Hawks. Et je trouve ça assez marrant. Après, là, le plus facile, il faut prendre en compte le fait que, justement, comme tu as dit, si l'algorithme prend en compte l'altitude, Ah, les Nuggets, forcément, ils sont là, Nuggets ouais. Jazz, voilà, Nuggets Jazz jouent tous ces matchs avec en dessous de leur niveau habituel en termes de niveau de la mer.
je me perds, je m'en mêle les pinceaux, mais du coup, c'est à prendre en compte. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Après, pour les kilomètres, bah forcément, si ton équipe elle est située au milieu des États-Unis, bon, a priori, tu auras moins de, de déplacements en termes de kilomètres qu'une équipe de Los Angeles ou de New York qui est à l'autre bout du pays. Donc, bon. Mais c'est quand même un attrait intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait il y aurait en moyenne 14 back-to-back par équipe. C'est ça, Après, avec j'imagine l'appareil, qu'il y a des disparités. ils sont pas Ouais. équitables. C'est vrai que par exemple, les Clippers ont un calendrier qui est très condensé par moment, alors que les Nuggets, ils sont vraiment plus chill. Ils sont premiers aussi parce qu'ils ont pas mal de jours de repos, etc. Donc voilà, tout le monde n'est pas équitable face à l'algorithme du calendrier. Est-ce que tu penses que c'est l'avantage du champion ou c'est un pur hasard? Je pense que c'est un pur hasard. Voilà, c'est ma take. Houleuse, je sais, mais je pense que c'est strictement du hasard. Non, mais je te crois, je te rejoins aussi. Je pense aussi qu'il y a une part de hasard. En plus, je vois pas pourquoi la NBA chercherait absolument à avantager Denver, qui est pas forcément la franchise. Je ne crois pas aux théories du complot à ce niveau-là. Bon, voilà pour le calendrier. On peut peut-être passer sur la suite. Il y a eu quand même un match de l'équipe de France hier. Alors, c'était en plein après-midi, hein, c'était à midi. L'équipe de France qui a battu le Japon 88-70. Benjamin, ça fait 6 matchs de préparation, 6 victoires pour l'équipe Ah, de je France. pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux en termes de préparation. On peut être d'accord avec ça. Voilà, en fait, pour commencer par le côté positif, il y a cette victoire d'abord, avec une première mi-temps qui était quand même un peu accrochée, Ouais, ce qui s'explique aussi par le fait que là, les Bleus ont voyagé au Japon, ça se joue là-bas, parce que la Coupe du Monde va commencer d'ici moins d'une semaine en Asie, donc ils s'habituent un petit peu. Et donc là, c'est le début, ils doivent s'habituer. Donc en face, ils jouent contre le Japon, qui a quand même un style de jeu un peu atypique, parce que ça va vite, ça joue beaucoup en passe, ça tire à 3 points, et ça joue assez peu à l'intérieur finalement. C'est ça pour moi qui est vraiment atypique, c'est qu'il y a très très peu d'action à l'intérieur. Et ouais. du coup, fatalement aussi, ça a été compliqué de s'ajuster. Donc la première mi-temps était compliquée, la deuxième plus simple. Voilà, moi je retiens Rudy Gobert à 16 points, 9 rebonds, Francisco De Colo à 14 points. C'était quand même un match assez rassurant, mais bon, il y a des problèmes aussi. On va en parler, je pense. Ouais, ouais, bah alors, bon, je suis d'accord, dans l'ensemble, je te rejoins, enfin, la victoire. Si on fait la comparaison, par exemple, avec 2 ans en arrière, au JO, le Japon bat la France en match de préparation. Bon, ça n'a C'est pas, vrai. c'est pas empêché les Bleus d'aller jusqu'en finale et de ne pas passer loin de la médaille d'or, mais voilà, il y avait quand même une défaite, là, il y a beaucoup plus de sérieux. Les Japonais, physiquement, ils n'ont pas tenu en deuxième mi-temps. La taille, les qualités athlétiques de la France, ça a fait la différence. Et je pense que ça va être un vrai atout de l'équipe de France sur ce tournoi d'avoir des grands, d'avoir de la puissance, d'avoir une défense qui est déjà bien en place, je trouve. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire sur l'ensemble de la préparation, c'est que la défense est quand même plutôt bonne. Meilleure qu'à l'Euro. J'ai trouvé qu'à préparation de l'Euro, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait souvent des trous d'air. Alors, on l'a vu pareil pendant la compétition. Ouais, je suis Là, d'accord avec ça. j'ai l'impression qu'on a une défense qui est plus solide du côté des Bleus. Après, voilà, il y a un problème, c'est paradoxal, c'est que tu as des grands, tu domines dessous, mais tu arrives quand même à te faire prendre plein de rebonds offensifs. Il y a eu un paquet de possessions où tu as des joueurs japonais et voilà, le Japon est clairement l'une des équipes les plus petites du tournoi, où les Japonais sont allés chercher des rebonds offensifs. Sur des fautes d'inattention notamment, pas de box-out, pas d'écran de retard, et du coup, voilà, un mec qui déboule. Alors après, évidemment, quand une équipe prend plein de 3 points, bah, tu as des rebonds longs, mais il y avait pas que ça pour le coup, il y a vraiment des petits pièges comme ça, des petits relâchements, et Ben, pour le coup, c'est pas que contre le Japon qu'on a vu ça, c'est quand même quelque chose qui remonte depuis le début de la préparation. Bah, c'est ça, parce qu'on a 14 rebonds offensifs contre le Japon. Et mine de rien, on s'y Ouais, attendait pas parce que, comme tu disais, ils sont un peu petits et il y avait pas Rui Hachimura, il n'y avait pas Yuta Watanabe, donc c'était un petit peu les deux mecs éventuellement qu'on pouvait attendre. Mais là, clairement, c'est un problème sur l'ensemble de la préparation. On a concédé 78 rebonds offensifs en 6 matchs, ce qui est beaucoup, en l'occurrence. c'est Et énorme. Vincent Collet, il pointe du doigt, il dit une fois encore, il y a eu trop de rebonds offensifs concédés. Il explique, comme toi d'ailleurs, que beaucoup sont liés à la façon de jouer du Japon, mais qu'il y a aussi une question de responsabilité individuelle, notamment certains joueurs extérieurs qui ne sont pas assez vigilants, pour citer Collet. Et donc, il pointe ça du doigt comme un principal axe de progression. Et je suis d'accord parce que là, typiquement, contre le Japon, qui est une formation qui est moins forte, qui est en plus privée de peut-être ses deux meilleurs joueurs, parce que Watanabe est blessé, mais il va peut-être revenir et Hachimura est forfait. Là, ça passe. Mais est-ce que ça passera si on joue contre une sélection qui est vraiment dangereuse et qui est capable de sanctionner rapidement sur ces rebonds-là?
je pense que ça peut être vraiment, vraiment un problème. Donc, c'est à travailler. Ouais. Pour le coup, notamment, je pense aux Américains. Hein, alors, ça posera pas problème que contre les Américains, mais eux, pour le coup, euh, une équipe où il y aura des pivots aux dimensions NBA et aux qualités athlétiques supérieures sur l'ensemble de la compétition. Un Jaren Jackson Jr., par exemple, qui va être constamment envoyé au rebond offensif par le Team USA. Si tu lui laisses ce genre de prise, il t'en prend 8-10 en une mi-temps et d'un coup, tu peux te retrouver à -10, -12 au tableau d'affichage, alors qu'en vérité, dans le jeu, c'est plus équilibré que ça. Donc vraiment, oui, c'est clair que ça sera une lacune à gommer. Bon, je pense quand même que la France part avec plus de certitude qu'à l'Euro. Ouais, clairement. L'équipe m'a l'air plus solide. Mais il y a encore un dernier test d'ailleurs, c'est dimanche matin, 6h du matin contre l'Australie, et ça sera sans doute le test le plus sérieux pour le coup, Mhm. parce que l'Australie est aussi une prétendante à une médaille. Donc Ouais, là, pour le coup, ça va être très solide. puis en plus, Nicolas Batum, parce qu'on l'a pas mentionné, qui était absent face au Japon, devrait jouer contre l'Australie en l'occurrence, parce Ouais. qu'il était meilleur pot, parce que bon, bah, c'est un peu le vétéran de cette équipe quand même. Mais Ouais, celui qui est le plus joué aussi. bah, clairement, et puis voilà, on a besoin de lui à fond pour la compétition. On l'a vu au dernier JO, c'était quand même assez essentiel. Et je trouve que ça compte aussi quand tu parles justement du niveau par rapport à l'Euro. Là, on a Batum. Je trouve aussi qu'on a réussi sur les phases de qualification notamment à trouver des joueurs qui contribuent bien. Francisco, par exemple, qui joue un rôle Ouais, crucial dans le Francisco, match d'hier, bah, c'est je suis super. tout à fait d'accord. Et puis au-delà de Ouais, ça, Francisco, ça continue à carburer pardon. au niveau des gars qu'on a l'habitude de voir. Ouais, Francisco, tu as tout à fait raison de le souligner. Et pour le coup, il était très intéressant contre le Japon. Et je trouve qu'il y a quelque chose, c'est que c'est l'un des. On n'a pas non plus 50 joueurs capables de créer leur tir. Hmm. Lui, pour le coup, déjà, il a absolument pas peur d'aller chercher ses propres actions. Et tu sais, tu peux te dire, ah, il est nouveau, rien à faire. Non, non, il va se créer ses tirs. Il a mis 2-3 points dans l'axe en semi-première intention. Hein, et il y en a un, il met un cross, l'autre avec un pic, mais bref, il prend ses tirs. Et il a donc justement cette capacité à se créer son propre shoot, à être super athlétique. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien en espèce de rôle de joker offensif. Il va enflammer quelques rencontres de cette Coupe du Monde. On ne sait pas encore lesquelles. Avec un peu de chance, ça tombera en quart ou en demi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va enflammer des matchs en sortant du banc et en apportant un vrai punch offensif. Je le trouve très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Puis même dans l'aspect télévisuel, ça donne aussi envie de regarder les matchs Ouais. parce que voilà, Francisco, ça va vite, ça va fort, et comme tu dis, il a pas froid aux yeux, donc ça donne des actions qui sont parfois vraiment spectaculaires. Donc en l'occurrence, je suis assez content qu'on l'ait dans l'équipe parce que c'est Ouais. vraiment plus fun à regarder comme ça. Ah, je suis tout à fait d'accord et j'ai hâte de le voir à Munich pour le coup. Moi personnellement, chacun son joueur. Toi, tu vas pouvoir aller voir Wembanyama, j'irai voir Sylvain Francisco. Mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Pour l'aspect télévisuel, c'est important aussi. En parlant de Coupe du Monde, on peut juste noter que le Canada a battu l'Espagne 85-80 après prolongation. Canada, je crois que tu avais écrit un papier dessus il y a quelques jours, Ouais, c'est si je dis ça. pas de bêtises. Canada qui sera le premier adversaire des Bleus. Donc, premier match de poule, ce sera contre le Canada. Canada qui a beaucoup de joueurs NBA, hein, Gilgeous Alexander, R.J. Barrett, Dylan Brooks, Lou Dort, Kelly Olynyk. Enfin bref, qui a une vraie bonne équipe et qui fait une belle prépa. Bah, Un carrément, hein. adversaire dangereux. Bah, dans la préparation, ça fonctionne bien. Et puis, comme tu dis, il y a surtout ce côté où bah, ils ont un roster qui est vachement talentueux finalement. Après, ils n'ont pas encore beaucoup de cohésion. Et ce qui me fait Ouais, marrer, c'est ce. On parle de match comment dire, de préparation. Les overtime, c'est rare quand même, parce qu'on est quand même ouais, sur enfin, des matchs souvent qui ne sont pas joués à 100%, ou en fin de match, voilà, je pense au match contre l'Allemagne de préparation du Canada, où ils avaient reposé Dennis Schroeder pendant tout le quatrième quart-temps. Donc voilà, ça montrait qu'ils n'étaient pas très sérieux, entre guillemets, parce que la victoire n'a pas d'intérêt en soi. Et pourtant, c'est pareil. L'Allemagne, c'était prolongation. Là, l'Espagne, c'est prolongation. Donc ça m'intrigue avec cette équipe. Mais non, clairement, il y a un jeu qui est intéressant. Surtout offensivement, je trouve que ça marche bien. Et puis, ils ont les armes. ouais. Beaucoup de Barrett, c'est points. fort. Gilgeous Alexander, c'est fort. Kelly Olynyk aussi. Donc je pense que c'est quand même une équipe qui est surveillée. Mais je ne sais pas où les placer dans la hiérarchie du mondial. Parce que, il y a cette belle préparation, il y a ce beau roster. Mais il n'y a pas l'expérience encore pour vraiment, je pense, prétendre à peut-être une médaille de bronze hein, sur un malentendu, mais pas plus que Ouais. ça en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense même que ça peut être un peu leur médaille de bronze. Ça serait déjà
déjà vraiment pas mal. Alors, peut-être que certains se diront non, mais attendez, regardez le talent. Oui, c'est vrai que si on se concentre effectivement que sur le talent, il y a un roster qui peut peut-être aller plus loin, mais tu l'as dit, l'expérience, c'est quand même un autre basket FIBA. C'est des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble déjà de une et qui en plus n'ont pas l'habitude de jouer en FIBA. Tous ces gars-là, donc bon, il y aura quand même une période d'adaptation qui, je pense, est nécessaire. Par contre, voilà, là, c'est leur première compète ensemble vraiment en mode NBA. Déjà, j'espère que cette compète, elle leur donnera faim de continuer parce que eux, pour le coup, au JO de Paris, sachant qu'il leur manque encore du monde, Jamal Murray et Andrew Wiggins notamment. voilà, notamment. Alors Wiggins, je sais pas si je suis pas sûr qu'ils l'auront un jour. Je sais pas. Je sens que Wiggins, il va continuer à boycotter le Team Canada. Mais ils auront Murray au JO, ça m'étonnerait pas. Bah, en tout cas, lui a dit qu'il voulait participer au JO. Après, pour Wiggins, il faudra voir. Moi, j'aimerais quand même bien voir Wiggins en FIBA parce que voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Ceux qui suivent la late session ne sont pas sans le savoir. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui leur ferait beaucoup de bien. Donc je pense que s'ils Oui, arrivent c'est avec sûr, tous ça, leurs par contre. gars au JO, faut faire vraiment attention, ça va être du sérieux. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin je pense là, cette Coupe du Monde, c'est parfait, c'est pour se tester. Et là où en plus ils ont, parce que mine de rien, où ça reste une équipe, un vrai outsider. Hein, on a mis en avant le manque d'expérience, mais ça reste un outsider. Surtout dans une compétition qui a l'air vachement ouverte. Il manque quand même beaucoup de stars. T'en as fait justement tout un thème de la late session ou d'un CQFR, je me souviens plus. C'était le CQFR Euh, d'hier, justement. ok, c'était ce que faire d'hier. Bah, n'hésitez pas. Oui, c'est vrai qu'hier on a posté un CQFR un peu tard. N'hésitez pas à aller regarder justement. On parle un peu. Enfin, Ben du coup parle de tous les absents, les principaux absents de cette Coupe du Monde. Et oui, donc il y a quand même il y a la place, quoi. Je veux dire, on ne sait pas ce que ça va donner la Serbie, la Slovénie. On voit qu'il y a quand même quelques limites. La Grèce, il n'y a pas Yanis, etc. Donc c'est des bonnes équipes, mais il peut y avoir un tournoi assez ouvert. Donc ça peut être le Canada peut toujours aller gratter quelque chose. Sait-on jamais. Carrément. Bon, nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Lundi, il y aura tout un débrief du week-end, donc peut-être notamment du match France-Australie, voir ce qui se passe avec James Harden, etc. Ben sera là, Normalement. peut-être avec Théo. Normalement, tu seras là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Basket Session. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Salut.